Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Orléans Télévision. Dans les épisodes précédents de H2O, nous avons abordé différents aspects de préoccupations contemporaines tels que le développement durable, la préservation de l'environnement, le changement climatique ou encore les énergies renouvelables. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la biodiversité, un autre éclairage sur la fragilité de l'écosystème planétaire. L'homme qui s'est cru longtemps, ou se croit encore, l'aboutissement de l'évolution, n'est pas seulement un prédateur pour ses semblables, mais aussi pour les autres espèces qu'il s'occupe à exterminer pour assouvir ses appétits mercantiles ou ludiques davantage que des besoins réellement vitaux. Les différentes pollutions, l'altération des milieux naturels comme la déforestation ou encore les événements climatiques sont d'autres causes pouvant expliquer la disparition de milliers d'espèces végétales et animales sur Terre. Le mot biodiversité, inventé en 1985, passe réellement dans le langage courant en 1992. Lors de la conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement à Rio de Janeiro. Bien plus que de remplacer la notion de richesse spécifique, la biodiversité devient un véritable concept qui s'adresse aujourd'hui non plus seulement aux scientifiques, mais qui déborde le champ de la biologie pour interpeller l'homme responsable des ressources de la planète devant les générations futures. Bonjour René Rozou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Vous êtes directeur scientifique au Muséum des sciences naturelles d'Orléans et docteur en éco-éthologie. Qu'est-ce que c'est ? L'éco-éthologie, c'est un peu l'amalgame de deux notions, de deux concepts, écologie et éthologie, c'est-à-dire l'étude du milieu naturel et l'étude du comportement, éco-éthologie. Alors, on parle beaucoup de biodiversité à l'heure actuelle. Pourquoi ? C'est une mode ? Alors, je dis toujours, c'est pas une mode, c'est un problème d'actualité, c'est un phénomène d'actualité. Donc, la mode, ça passe, ça revient, ça disparaît, tandis qu'un problème d'actualité, ça va durer longtemps. Celui-là va durer longtemps, parce que le problème de biodiversité est une notion de richesse d'espèces, d'habitat, de milieu, etc. Mais aussi, c'est un concept qui implique l'homme dans la conservation de l'environnement. L'homme est responsable de son environnement, de la biodiversité, et donc il a un aspect de protection aujourd'hui qui est très fort et qui ne risque pas de disparaître. Donc, comme vous nous le dites, la biodiversité est la richesse en espèces sauvages, essentiellement. Oui, en espèces sauvages ou domestiques. En fait, on décline la biodiversité. Les spécialistes disent qu'il y a une diversité en espèces, évidemment, richesse en espèces, mais aussi richesse en habitat, en milieu. C'est la richesse écologique, biodiversité. Donc, écologie, habitat et milieu. Et ensuite, la variabilité génétique, qui est le patrimoine génétique des individus. On descend en dessous des espèces, on est dans les individus et les populations. Et ensuite, les éthologues ajoutent, les comportementalistes ajoutent qu'il y a aussi une diversité des comportements au sein des populations. Des groupes. Alors, dans le cadre du muséum, vous avez précisément présenté une exposition sur une espèce en péril, qui sont les grands singes. Oui, un groupe d'espèces, même. Ouais. Oui, voilà, il y a plusieurs espèces, il y en a 6 même. Les grands singes, c'est les grands singes qui vivent en Afrique en particulier, et en Asie du Sud-Est, qui sont les grands singes sans queue, gorilles, orang-outans et chimpanzés. Et on sait à peu près à la surface du globe qu'il y a à peu près plusieurs milliers d'espèces qui sont réellement menacées à l'heure actuelle. Il y a déjà des espèces qui disparaissent, donc c'est plusieurs milliers depuis un siècle, mais il y a des espèces qui se découvrent aussi. La notion d'espèce, c'est toujours par rapport à la connaissance humaine. Donc il y a des espèces qui se découvrent, qui s'identifient maintenant, et d'autres qui disparaissent. Donc faire le comptabiliser les espèces qui disparaissent, c'est pas facile. Mais on peut dire plusieurs milliers depuis quelques siècles, certainement. Oui. Mais alors, du facteur naturel et du facteur humain, quel est le plus responsable de la diversité, de la disparition de cette diversité ? Les facteurs naturels, les changements climatiques, par exemple, normaux, traditionnels, ce qu'on a vécu donc, enfin, même avant nous, étaient lents. Donc les espèces avaient le temps de s'adapter, de se déplacer, etc. Aujourd'hui, les changements qui s'opèrent sur l'environnement sont rapides. Et souvent, les espèces n'ont pas le temps ou de s'adapter ou de changer de lieu. Donc ces changements-là sont dramatiques pour l'environnement. Et aujourd'hui, la part de l'homme moderne et de la modernité dans son développement économique suscite des changements qui sont trop rapides. Et les espèces disparaissent, n'ont pas le temps de s'adapter. Ouais. Mais alors, la biodiversité est-elle réellement utile à l'homme ? C'est une question qu'on pose souvent. Je me dis que rien que sur l'aspect culturel, le fait d'avoir autour de soi de nombreuses plantes, de nombreux arbres, de nombreux animaux, déjà
pour l'aspect du paysage et du plaisir humain, c'était une question qu'on ne devrait pas se poser. Ça fait partie de notre décor. Mais alors, quand on dit est-ce utile ou non, évidemment, c'est utile. Je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'écologie, de la culture, de l'économie et même de la santé humaine, on sait que des espèces ont permis d'inventer certaines constructions, certains produits, certaines espèces qu'on découvre encore aujourd'hui, et notamment grâce aux singes qui font de l'automédication, on trouve des espèces qui permettent de soigner même des tumeurs et des cancers à l'heure actuelle. Donc vous voyez, cette biodiversité est une richesse pour nous qui est inépuisable, elle devrait l'être en tout cas, et qui donne des réponses dans plein de domaines, et notamment celui de la santé. C'est important. En matière d'agriculture aussi, d'ailleurs, c'est important. Il y a des espèces, la plupart des espèces qui sont aujourd'hui cultivées proviennent d'espèces sauvages, évidemment. Alors, en région centre, bien entendu, nous sommes concernés directement par ces modifications de la faune et de la flore. Est-ce qu'on sait quelles sont les ou l'espèce les plus menacées en région ? Oui, on a la chance en France aujourd'hui d'avoir des inventaires permanents de l'environnement. Ça s'appelle l'étude des SNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et donc, le ministère de l'Environnement et les directions régionales à l'environnement dans les régions comptabilisent les espèces avec des scientifiques, des naturalistes, Nature Centre notamment. Et donc, on sait à peu près combien d'habitats importants il y a, des habitats d'intérêt biologique, mais aussi des espèces de poissons, de mammifères, d'oiseaux, etc. Quand vous me dites est-ce qu'on sait combien qui disparaissent, on le sait plus ou moins. Il y a par exemple 2 ou 3 espèces d'oiseaux disparus, 10 qui sont menacées, plusieurs espèces de plantes qui sont menacées. Donc on le sait, oui. Alors, vous n'êtes pas venu seul sur le plateau, vous êtes venu avec cette loutre naturalisée. D'où vient-elle ? Elle vient du Muséum des Sciences Naturelles avant tout. Donc elle a été naturalisée au muséum. Et c'est une loutre qui, me semble-t-il, parce qu'on en a plusieurs, a été écrasée sur la route en Vendée. Oui. Je faisais partie d'une équipe de recherche à cette époque-là. Donc l'animal a été précieusement conservé au congélateur. Et donc c'est notre taxidermiste au muséum qui l'a naturalisé. À ne pas confondre avec un castor. Oui, c'est vrai. On voit des images de loutre à l'instant, là. C'est une loutre qui ressemble à la nôtre, mais qui est une loutre américaine, je précise, loutre des rivières américaines. Et donc, vous voyez, son comportement dans la nature sauvage est absolument remarquable. Oui. Alors, confondre avec le castor, oui. Le castor, c'est un rongeur, la loutre, c'est un carnivore. Le castor a la queue plate, écailleuse, et la loutre a une queue conique, allongée et poilue. Voilà. Alors, est-ce que c'est une espèce réellement menacée ? C'est une espèce qui a été menacée, qui l'est toujours, parce qu'en fait, elle est toujours très rare en France, mais en région centre, tout ce qui touche la zone du Massif central est en train d'être recolonisé doucement, progressivement par la loutre. Elle revient sur nos rivières et nos étangs. Alors on constate à travers l'histoire que l'homme s'acharne davantage sur les espèces carnivores. Pourquoi ? Parce que les carnivores sont des concurrents, souvent ils consomment le gibier, le poisson que les hommes consomment, l'homme ne supporte pas ça, et en plus l'homme à travers ces grands prédateurs qui sont quand même des animaux performants au niveau de leur comportement et de leurs effets sur la prédation, ils aiment, conserver et tuer des espèces qui sont aussi prestigieuses et aussi fortes que lui. Ouais. Alors quand un homme tue un ours, évidemment il s'identifie à l'ours, il est plus fort que lui, ça le met en valeur, voilà, l'homme est très complexe comme animal. Et on pense aussi au renard, et d'ailleurs on va entendre quelques mots et voir un extrait de sujet qui nous a été aimablement fourni par Philippe Garguil et auquel d'ailleurs vous avez participé sur le renard et sur Maître Goupil. Dans l'imagerie populaire, le renard, c'est Maître Goupil, non ? Je crois que parmi les animaux légendaires, c'est sans doute le renard qui symbolise le mieux la ruse et l'intelligence, mais celui aussi qui incarne ce vieux conflit entre l'homme et le carnivore. Et à l'origine, je pense que c'est en particulier le roman de Renard, qui a été écrit par plusieurs auteurs au XIIe et XIIIe siècle, qui a plus profondément marqué la mémoire populaire, à tel point que le patronyme de Goupil, qui était réservé à l'espèce à l'époque, on disait alors renard, le Goupil et non pas le contraire, a été abandonné au profit de son légendaire nom de scène, Renard. Alors René Rozou, comment se porte la population des renards ?
Heureusement, voilà en France un carnivore, un canidé qui se porte bien. Le loup est revenu progressivement avec plein de conflits. Le renard, il est partout, même sur les îles. Sur l'île d'Oléron, il y a aussi, par exemple. Et dont le renard se porte bien. Il a souffert terriblement de la rage et aussi de certaines maladies à caractère viral. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il se porte bien avec des fluctuations, des périodes d'abondance et de régression. Mais le renard n'est pas une espèce menacée du tout. Alors, dans les espèces aussi qui vont peut-être arriver au port de la forêt d'Orléans, vous m'avez dit qu'il y aurait peut-être le lynx. Effectivement, vous savez que le lynx a été réintroduit en Suisse et en France, dans le Jura et dans les Vosges, depuis une vingtaine d'années. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que le lynx est en expansion lente aussi, un petit peu comme la loutre. Il a occupé tous les paysages forestiers de moyenne montagne, depuis la Belgique jusqu'aux Alpes de Haute-Provence. Et maintenant, il avance dans les forêts de plaine. Il est arrivé dans le Morvan, il est arrivé dans la forêt d'Orient, qui est pas loin de chez nous, c'est Troyes. Et donc, progressivement, il arrivera, c'est quasiment obligé, c'est pas écrit, mais enfin, il arrivera dans quelque temps en forêt d'Orléans. En forêt d'Orléans, on pourra l'accepter parce qu'elle est grande et que sa proie favorite, c'est le chevreuil. Du côté Sologne, il sera peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Alors, le rôle des muséums, c'est de préserver cette biodiversité, notamment ? C'est des formes de préservation qui est un peu passive parce que nous, on a un peu la mémoire des biodiversités. C'est-à-dire, on peut nous interroger sur l'apparition des espèces, leur disparition, les fluctuations dans le temps, etc. Parce que nous avons la mémoire de ça, des animaux comme celui-là qui sont naturalisés, étiquetés, on sait d'où ils viennent. Et quand ils disparaissent, on a la mémoire de ces animaux-là. Mais c'est une protection qui, pour l'instant, est passive et pas active. Mais nous voulons aujourd'hui, la plupart des muséums de France, participer activement à la protection des espèces, mais sur le terrain. Ouais. Alors d'ailleurs, vous publiez une revue, qui est publiée par l'Institut national du patrimoine, que l'on va voir tout de suite à l'écran, qui s'appelle donc Patrimoine. Et que contient cette revue ? Cette revue est une revue prestigieuse, donc de l'Institut national du patrimoine, et qui montre surtout des aspects patrimoniaux, patrimoine bâti, préhistoire, archéologie, etc. Et jamais encore il n'est publié d'articles sur les espèces animales et végétales. C'est la première fois qu'on parle des espèces, on parle du vison en particulier, on fait un article sur le vison qui montre comme la tour Eiffel ou comme Notre-Dame, les espèces sauvages méritent aussi d'être traitées comme des spécimens uniques et à protéger. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on a introduit cette notion d'espèces sauvages dans le patrimoine bâti et culturel. Et culturel. Voilà. Pour en savoir plus sur ce sujet de la biodiversité, un site internet va s'afficher en bas de votre écran, www.développement-durable.gouv.fr, et puis cette magnifique revue dont on vient de vous parler à l'instant, éditée par l'Institut national du patrimoine. Merci René Rozou de votre participation. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures scientifiques. Et en attendant, soyez curieux.